Saint-Père. Alors pour vous présenter un peu l'écosystème, je travaille à la Chambre d'agriculture et je suis mis à disposition d'une structure qui s'appelle Vinipôle Sud Bourgogne. Donc cette structure, c'est un centre de recherche et de développement en viticulture. Elle a été cofondée par la Chambre d'agriculture, le conseil départemental et le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Donc c'est un centre sur lequel on travaille 4 thématiques principalement: le changement climatique, le matériel végétal de la vigne, tout ce qui est expérimentation vitivinicole, et le dernier axe qui est né en juillet dernier, c'est le Vitilab, donc l'axe robotique numérique. Donc moi je suis responsable de cet axe-là. C'est moins joli que l'usinerie, hein, mais le concept est sympa. On est sur je vous présente la coquille, on est sur des containers à bateau qui ont été réaménagés. Voilà, donc c'est du réemploi pour faire aussi un lieu dédié vraiment au numérique. Donc qui a été soutenu grâce aussi au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, le POTR Mâconnais-Beaujolais, ce qui nous a permis d'avoir une structure, un Fab Lab, et vraiment un outil dédié à la transition robotique numérique. Alors qu'est-ce qu'on fait dedans? Moi je suis ingénieur agro, je ne suis pas spécialisé du numérique ni des objets connectés. Nous, notre but, c'est d'être une interface entre la filière, entre les vignerons et les nouvelles solutions. Voilà, on a aussi la chance d'avoir un terrain de jeu de 10 hectares. Donc, on a 10 hectares en propriété sur lesquels on fait les tests. Et notre rôle, c'est de faire des tests, de le transférer, de le transmettre, et puis aussi de faire de la synergie avec les entreprises. Donc, on a un espace de coworking dans lequel on va commencer à héberger des entreprises. La finalité, c'est vraiment pas de coproduire, mais d'apporter ce terrain de jeu aux entreprises. Autant de faire du transfert vers les viticulteurs, mais aussi d'être en position de facilitateur par rapport aux solutions. Alors pour illustrer par des exemples, on va autant tester de la robotique. Donc là, on parle de petits enjambeurs agricoles qui sont complètement autonomes. On va travailler avec les dronistes. Donc on va voir un peu le potentiel des drones, des capteurs. On travaille aussi sur tout ce qui est big data. Donc par exemple, avec des partenaires forts comme Orange, on va travailler sur des projets d'études de big data, d'applications en viticulture. D'autres projets, par exemple, comme les exosquelettes connectés. Voilà, c'est un projet qu'on a mis en place au tout début du Vitilab pour faire du détournement d'usage d'exosquelettes existants et pour voir l'impact en viticulture. Alors en aparté, en viticulture, on est les champions du monde des TMS, hein, des troubles musculo-squelettiques, parce qu'on est pillé des milliers de fois par an sur des positions qu'on ne devrait pas avoir. Et donc, on a quand même des problèmes au niveau physique. Et donc, la filière s'interroge de plus en plus et s'intéresse à utiliser des dispositifs quand même pour soutenir et pour avoir une activité avec moins de pénibilité. Voilà, ce sont des exemples sur lesquels on travaille. Donc, ça va vraiment de l'exosquelette aux data, aux robots, et on va même jusqu'aux objets connectés. Alors, on n'est pas spécialisé là-dedans, mais notre rôle, c'est de démystifier cela par rapport donc aux professionnels, et on va aller jusqu'à faire des formations avec de l'autoconstruction d'objets connectés. Et ça, vous allez nous en parler dans un instant. On va développer ce sujet-là dans un instant. Mais avant, je voudrais qu'on donne la parole pour qu'il se présente à Stéphane Bridet qui est avec nous aujourd'hui. Stéphane Bridet, vous êtes viticulteur donc à Ruilly. Oui, tout à fait, depuis 33 ans. Donc oui, je travaille sur un domaine de 14 hectares, sur les appellations Ruilly, Bouzeron, Mercuret. Et puis, donc on fait principalement de la vente en bouteille. On travaille export, France, enfin voilà, un petit peu globalement le schéma. Ça fait des années, moi je me suis toujours intéressé à essayer d'améliorer notre travail, de ne pas rester sur ce qu'on connaissait. Donc j'ai fait partie des premiers groupes avec la Chambre d'agriculture, Guillaume n'était peut-être même pas né, de la lutte raisonnée. Non mais c'est pas des conneries. Je ne te demanderai pas ton âge par politesse, mais j'ai commencé à faire partie des premiers groupes en lutte raisonnée. J'ai fait partie des groupes qui ont développé les concepts de réduction des intrants en viticulture. Alors pour schématiser, c'est les produits de traitement, on va simplifier. Et on a commencé ça avec des collègues de toute la Bourgogne. On a été blacklisté par les fournisseurs de produits parce qu'évidemment, nous on affirmait qu'on ne pouvait pas se passer de produits, mais réduire les doses et les adapter. Donc on a toujours un peu cherché. Moi j'ai travaillé pendant très longtemps avec un outil extraordinaire qui s'appelle le pifomètre. Donc ça marche plutôt pas mal. Mais ça a ses limites. Alors, vous diriez que vous êtes un techno-vigneron, c'est-à-dire un vigneron tourné vers la techno aujourd'hui, en tout cas curieux de ça et intéressé vers ça? Alors,
je suis plus métal que techno. Ouais, Mais, d'accord. alors, je suis avant tout un vigneron. Par contre, je m'interroge, comme beaucoup de mes collègues, sur l'avenir de notre profession, sur la pression, entre parenthèses, sociétale qu'on nous colle en permanence. Et je me dis qu'avant qu'on nous impose des solutions qui, de toute façon, ne conviendront pas, il faut peut-être chercher à voir ce qu'on peut faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours cherché à me renseigner, à essayer d'améliorer mes connaissances. Et donc, c'est vrai qu'à un moment, ça passe par le numérique, quoi. Je veux dire, maintenant, c'est ça, c'est la précision. Comme je dis en rigolant, en parlant du pifomètre, c'est-à-dire ça a une limite. C'est-à-dire que maintenant, si je veux aller au-delà de mon pur, on va dire, instinct paysan, il faut aller au-delà, il faut des aides. Et ces aides, on peut les obtenir on va reparler de ce petit objet-là, mais par d'autres choses. Et donc, il y a un moment, il faut savoir comment ça fonctionne. Si on veut les utiliser correctement, un enjambeur nous a fait pas de problème. Ça fait 30 ans que j'utilise un enjambeur. Je sais comment ça fonctionne. À la limite, je les répare moi-même. Mais ces trucs-là, on ne connaît pas. Donc c'est vrai que ça nous fait un peu peur parce que c'est des technologies qu'on ne connaît pas. C'est des outils qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. L'informatique, comme je disais en rigolant, il y a 20 ans, on apprenait à souder avec un poste à souder à l'arc. Maintenant, on soude avec des zigouigouis, des petits machins, puis on soude des puces ou des composants électroniques. Ça, c'est l'évolution. Donc voilà un petit peu le... Très bien, merci beaucoup. Donc, vous nous parliez tout à l'heure, Guillaume, du projet IoT lancé par le Vitilab en début d'année. Donc, en quoi consiste-t-il? Alors, je parlais de la finalité et puis du fonctionnement. C'était surtout de démystifier par rapport à la filière, qu'est-ce qu'un objet connecté. Et on s'est dit que le meilleur moyen de le démystifier, c'était d'en fabriquer un et de voir ce qu'on pouvait faire avec. Donc, c'est pour illustrer par un exemple. Donc on a travaillé sur un prototype très simple, mais en partant d'une problématique de terrain. C'est un peu la devise du Vitilab, c'est pas de créer de nouveaux concepts, c'est de prendre une problématique de terrain viticole et puis essayer de voir comment on pourrait la résoudre, et je dis bien on pourrait la résoudre par le numérique. Donc ce petit objet, c'est une sonde que l'on va mettre, alors qui s'accroche sur les fils de fer de vigne, hein, qu'on va mettre au plus proche du cep. Alors on ne réinvente rien. Aujourd'hui, les stations météo en viticulture existent, en agriculture, elles sont très performantes, elles sont très bien, on ne les égalera jamais. On a des entreprises qui ont passé des années dessus, et ce n'est pas du tout notre intérêt. On n'est pas du tout fabricant de stations. Ça, c'est plutôt du matériel pédagogique. Donc la problématique de terrain, c'était de se dire on veut un capteur dans notre cep pour avoir un relevé de température et d'hygrométrie en temps réel. Alors, avoir un relevé de température et hygrométrie, c'est facile. Objet connecté en temps réel ou quasiment réel, c'est un peu plus complexe, surtout quand on sort d'un bâtiment et qu'on a de la distance et des kilomètres à couvrir. Donc, techniquement, c'est servi d'un microcontrôleur, d'une batterie, d'un capteur, donc jusque-là, rien de compliqué, et puis d'un réseau LoRa. Voilà, d'un réseau LoRa pour avoir de la surface de portée. Et la finalité, c'est soit d'avoir un petit gateway acheté donc, par le viticulteur, soit aussi de pouvoir le connecter sur des réseaux existants, type réseau LoRa Orange par exemple, pour pouvoir récupérer les données et puis pouvoir les acheminer chez le viticulteur. Donc en gros, cette formation, elle consistait simplement à avoir des bêta-testeurs, nos cobayes, et c'est une journée sur laquelle on a appris à un professionnel de l'agriculture qu'est-ce qu'un réseau LoRa, qu'est-ce qu'un codage, que ce soit du C++, de l'Arduino, etc. Mais surtout, pas apprendre le code, mais comment l'injecter dans un microcontrôleur, comment souder quelques fils, et comment au final le rapatrier sur une plateforme et sur un site web que nous on a créé, un dashboard pour que le viticulteur puisse recevoir en temps réel ces données. Voilà, donc sans rentrer dans les détails, la formation elle s'est basée plutôt là-dessus, où on est passé sur les préalables, c'est-à-dire vraiment d'étudier, de faire comprendre le fonctionnement de la bécane, et ensuite sur du pratico-pratique, et l'après-midi, tout le monde a sorti son petit poste à souder et s'est mis à souder des fils sur les microcontrôleurs. Ils ont tous réussi avec brio d'ailleurs, et la plupart sont sortis donc avec leurs capteurs pour les essayer dans les vignes. C'était une problématique gel de la vigne avant tout, c'est-à-dire avoir un capteur dans le cep de la vigne au moment du gel pour avoir la température et l'hygrométrie. Ça peut aussi servir pour le pilotage tout au long de l'année, notamment par rapport aux maladies et l'hygrométrie. En fait, c'est une base. Et le but, ce n'est pas de proposer des capteurs, mais c'est surtout de travailler avec
la filière avec les viticulteurs pour faire évoluer ces capteurs. Donc, en faisant ces formations, on a eu la remontée, le besoin de se dire, on aimerait bien suivre la température de nos cuves en temps réel, à moindre coût. Voilà, on a pris un petit boîtier Soneuf, on a intégré toujours le même microcontrôleur, un petit écran rétroéclairé, on a la température visible, mais surtout, par le réseau LoRa, on va rediriger l'info une fois de plus sur notre plateforme et sur notre dashboard. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre dans la cuve. La deuxième étape, en tout cas le deuxième produit que vous proposez finalement d'élaborer. C'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est-à-dire qu'on a, voilà, le but c'était de faire comprendre la possibilité de la technologie aux professionnels et ensuite pour eux de pouvoir, avec de l'aide, le créer sur mesure en fonction des besoins. Alors ça marche techniquement, et quel retour vous avez de vos premiers, de vos bêta-testeurs? Alors, c'est tout neuf, c'est-à-dire que la formation, on l'a fait il y a quoi, un mois, à peu près un mois. Nous, en parallèle, on a équipé quand même des cuveries pour voir si ça fonctionne. Donc, les utilisateurs de cuveries sont très contents. Aujourd'hui, on n'a pas encore le recul en saison sur ces dispositifs. Néanmoins, je peux en mettre un dehors avec un gateway ou connecté sur un réseau. LoRa, ça fonctionne très bien. On a la température, l'hygrométrie avec une fréquence d'1 heure. Voilà, donc c'est fonctionnel, c'est fonctionnel. Une fois de plus, qu'il n'y ait pas de malentendu, on sort d'un produit fini, issu de l'industrie, on est vraiment sur de l'autoconstruction de capteurs. Très bien, merci. Et donc, si c'est fait soi-même, du coup, j'imagine que ce n'est pas très coûteux pour... On revient aux interventions qui ont eu lieu ce matin sur le coût du hardware, qui au final n'est pas très élevé. Alors pour chiffrer, alors je suis prudent sur les coûts parce qu'il fluctue un peu en ce moment. Mais on est sur une 50aine d'euros pour fabriquer un capteur soi-même, avec la batterie et tout ce qu'il faut. Et si on veut avoir soi-même son petit gateway, sa petite passerelle, on va être sur une centaine d'euros. Voilà. Donc en gros, pour 150 euros, on peut avoir déjà un début d'installation et le gateway peut recevoir jusqu'à je ne sais pas combien de centaines de capteurs, enfin d'objets connectés. Donc après, il faut, si on rachète en série, on va même diminuer les coûts si on veut se faire par exemple une dizaine de capteurs. Les gens qui étaient à la formation, Stéphane nous dira tout à l'heure ce qu'il en est en ce qui le concerne, mais ils étaient là pourquoi finalement? Quelles étaient les problématiques, les enjeux pour eux de leur présence? Comprendre les objets connectés. Et d'ailleurs, cette formation elle était vraiment présentée sur démystifier les objets connectés en agriculture, comprendre cette technologie, comprendre comment ça marche, et ensuite avoir déjà ses propres capteurs à utiliser, que ce soit au chai, dans la vigne, pour avoir ces données qui sont importantes. Une fois de plus, la question du gadget se pose. Non, on ne va pas se faire plaisir à faire un gadget en viticulture, c'est que connaître ces variables en temps réel, on en a vraiment besoin. Si je reprends l'exemple de la vinification, un vinificateur, tous les matins, il fait le tour de toute sa cuverie, il va prendre toutes les températures. Et là, il va gagner en confort d'avoir en temps réel toutes ces températures, et à n'importe quel moment. Il a un déplacement à faire, sur son smartphone, il les aura. On peut aller, alors c'est une prémisse de projet, on peut même aller jusqu'à donner des alertes, par SMS, par mail, etc., pour avoir des indications, ma cuve est trop chaude, trop froide, etc. C'est de même pour ce mini capteur connecté dans le CEP. Le viticulteur, le professionnel, lui, il travaille à la météo, c'est son quotidien. Voilà. Et surtout, on va dire, alors, toute l'année, mais d'autant plus de avril à août, où il y a entre les risques de gel et les risques cryptogamiques, le professionnel, son pilotage, c'est la météo. Donc souvent, il y a une bonne station météo à proximité. Et là, on va affiner les variables, on va pouvoir multiplier ces capteurs dans les parcelles à moindre coût. Ça commence par le risque gel jusqu'au pilotage des traitements. Voilà, donc pour répondre à votre question, ces professionnels étaient aussi là pour ressortir avec un capteur et les mettre qui est utile dans leur pratique au quotidien, absolument. Et Stéphane Bridet, vous aviez participé à cette formation, donc qu'est-ce que vous en aviez pensé? Qu'est-ce qui vous avait conduit à participer à cette formation? Alors, par rapport au capteur météo, sur le village de Ruy, j'ai fait partie de ceux qui ont insisté fortement pour qu'on installe des stations météo connectées par rapport aux épisodes de gel qu'on avait eu en 16 et en 17. Et donc, on a 11 stations sur le vignoble de Ruy connectées. Donc ça marche, ce que disait Guillaume, ça marche très bien. Et l'idée, c'était d'aller plus loin et de pouvoir mettre, parce qu'une station météo, elle est sur un secteur. Ruy, c'est 350 hectares, on a 11 stations. Donc,
voilà, ça donne une idée, mais c'est pas précis à la parcelle près. Moi, l'idée, c'était de me dire, Guillaume m'avait présenté le prototype au salon, un salon technique là, à Mâcon au mois d'avril, mai, je sais plus. Et il m'avait parlé de ça, et je lui ai dit, moi, ça m'intéresse de voir ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Toujours pareil, pour aller plus loin dans la précision. Et donc, c'est vrai que, alors, la formation m'a permis, moi, de voir, de comprendre comment ça fonctionnait. Ça m'a aussi permis de comprendre la limite de ce truc-là, qui était donc la limite comment on appelle ça, de portée, la portée. Parce que moi, je suis en plein milieu du village. J'ai l'antenne, tu appelles ça un gateway, toi, non? Comment tu appelles ça? Une antenne, c'est bien. Moi, j'ai l'antenne, sauf que l'antenne, elle me sert pas, elle me servait à rien, parce qu'en fin de compte, mes parcelles étant évidemment éloignées du village, l'antenne, il faudrait que j'ai un pylône qui fasse 20 mètres de haut pour passer au-dessus du village. Donc on voit tout de suite aussi la limite du système. Donc c'est intéressant parce que ça permet j'ai entre parenthèses, de ne pas s'emballer sur certains trucs qu'on peut potentiellement nous proposer derrière. Quand on connaît un tout petit peu comment ça fonctionne, on voit aussi les limites. L'idée, ça sera de toute façon de trouver des solutions pour pouvoir s'en servir. Et par rapport, moi par exemple, quand on a fait la formation, quand il nous a parlé de ça, j'ai tout de suite pensé à ça, moi. En disant, mais on pourrait pas, et puis c'est là qu'il nous a présenté le truc, en disant, bah, si on l'a fait et tout, parce que ça, pour le coup, ça, moi, je peux l'utiliser, puisque moi, en ayant l'antenne dans ma cour de cave et en ayant mes cuves à 20 mètres, ça va fonctionner. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en partant, moi, je suis venu pour ça, et je pense que j'utiliserai plus facilement ça que ça, pour des raisons purement techniques. Même si ça m'intéresse énormément, parce que, effectivement, ce que disait Guillaume, on est connecté H24. Moi, je regarde la météo 3 fois par jour. Hein. Pas trop cette période, parce que je m'en fous un peu, mais 3 fois par jour en période de culturelle, je suis branché sur la météo, quoi. Parce que c'est vraiment hyper important pour nous. Donc, après, le travail avec le groupe et avec le Vitilab, ça sera de trouver éventuellement un jour peut-être une solution pour qu'on puisse utiliser nous dans quelles que soient nos implantations, qu'on puisse utiliser ces trucs-là. Pour l'instant, vous ne l'avez pas encore installé, il Non, n'est il est pas dans opérationnel mon chez vous. bureau. Voilà, Il est dans mon bureau. c'est un trophée. Limite, limite c'est un trophée. L'objectif, c'était de démystifier ce que vous disiez tout à l'heure, l'IoT. Donc, c'est gagné, j'allais dire, avec vous. Vous avez. Alors, c'est démystifié, mais c'est pas encore mis en pratique. Hein. Je n'ai pas réussi à brancher le machin sur le logiciel. Vous avez dit qu'il viendrait nous aider. Donc, voilà, ça fait partie du SAV. Parce qu'en fait, quand on est dessus, c'est vrai qu'on est dessus, on rigole bien, c'est vachement intéressant. Et puis quand on rentre chez soi, on se dit putain, comment ça fonctionne ce machin. Donc ça, c'est vrai que c'est pas notre quotidien. Et ça pourrait changer votre pratique du métier, ce genre d'objet. Bon, alors une fois les problèmes techniques réglés et le bon usage identifié. Ah oui, oui, complètement. On s'est déjà rendu compte, par exemple, avec les stations météo qu'on avait déjà en place, qu'on n'avait pas forcément la même hygrométrie au niveau du village que sur les dessus. Donc ça peut nous permettre de changer notre pratique, notre rythme, notre sens de travail, par exemple. Quand on part faire les traitements, puisque c'est pour l'instant les stations météo, ça sert pour le gel et puis pour la protection des maladies. Quand on part faire les traitements, si on part à 6 h du matin, que vous avez des stations qui vous annoncent 90% d'humidité, c'est pas la peine d'aller dans les vignes. 98% d'humidité, vos feuilles sont couvertes de flotte. Donc si vous mettez un traitement dessus, ça part. Alors que vous vous rendez compte que dans un autre secteur du vignoble, on est à 85% d'humidité. Là, on peut se dire, là, on peut commencer par là-bas. Donc ça a vraiment un intérêt au quotidien, de pouvoir vraiment être de plus en plus précis. Plus on est précis, mieux on bosse, plus on réduit les intrants, et mieux c'est. Donc voilà, le but, il est quand même d'arriver à piloter au plus précis notre boulot, quoi. Et ça, c'est vrai qu'à un moment, on est passé d'une viticulture, on va dire d'une agriculture en général, il y a 30 ans, on faisait du systématique. On savait qu'un produit durait 10 jours, tac, tous les 10 jours, on balançait, à une agriculture qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus technique. Et à un moment, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure en rigolant, le pifomètre, il a des limites. Et à un moment, il faut se faire épauler. Il faut se donner on va dire que c'est une sécurité. On pilotera mieux, mais on se donne aussi une sécurité avec ce genre d'objet en disant, là, on ne fait pas de conneries. Et justement, est-ce que vous avez déjà une idée d'autres types d'équipements qui pourraient vous aider? Tout à l'heure, il a parlé des exosquelettes, par exemple. C'est vrai que on commence de les voir chez les distributeurs. Et moi, c'est un truc que je vais essayer cet hiver.
avec mon équipe. Et effectivement, l'exosquelette qui m'est proposé, c'est celui qui a été testé et approuvé par le Vitilab. Donc là, on voit aussi directement, c'est pas dans la connectique, mais enfin, c'est quand même de l'amélioration. Et c'est un truc sur lequel, effectivement, il y a un an, quand on parlait d'exosquelette, on pensait tous à Robocop. On se disait, on va avoir l'air complètement con dans nos vignes avec notre machin. Puis moi, pour l'avoir essayé un quart d'heure dans le hall du fournisseur, je me dis, c'est quand même pas con comme système. Et donc c'est un truc qu'il faut qu'on essaye, et c'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas, parce que des exosquelettes, il y en a dans toute l'industrie, mais ils sont tous dédiés à un type de boulot. Il y a des gens qui ont des exosquelettes pour faire tel type de travail. Là, il faut qu'on ait un exosquelette qui soit léger et qui puisse se foutre un peu dans toutes les positions, parce qu'effectivement, on n'a pas des positions tout le temps, enfin je veux dire tout le temps les mêmes. Et ça, si ça n'avait pas été fait par le Vitilab, je pense qu'on aurait ça ne serait pas diffusé comme ça, quoi. Pour l'instant, je pense que ça va se diffuser. En tout cas, on entend de plus en plus parler dans les vignes et au sein des équipes, quoi. Avec un enjeu de santé là qui est très fort. Hein. Guillaume, c'est un exosquelette connecté. Alors, le premier était connecté. Le premier essai, c'était un détournement d'usage d'une société bourguignonne qui avait fait un exosquelette pour palettiser, vraiment pour mettre des cartons sur des palettes, qu'on a essayé en viticulture, qui s'avérait performant, mais pas optimisé. Donc un peu lourd, aussi un peu cher en prix. Et donc, suite à cet essai, cette mise en relation avec cette entreprise et des viticulteurs, ils ont adapté un exosquelette spécial Viti. Donc, cette fois déconnecté, avec plutôt passif, mécanique, mais très fonctionnel. Voilà, donc on a commencé par un proto qui n'était pas forcément un détournement de l'usage, pour à la fin avoir un produit fini qui soit vraiment adapté aux problématiques de la filière. On commence avec la petite station météo. Est-ce que c'est le premier pas vers des domaines viticoles numérisés, voire connectés, le domaine viticole de demain Ils le sont déjà. Ils le sont déjà dans le sens où la plupart des domaines viticoles maintenant ont accès aux stations météo connectées, qui fonctionnent très bien. Ils ont leur système de traçabilité. Donc en gros, ils sont déjà dans la connexion et la traçabilité, l'informatisation. Ils ont tous un ERP, un CRM. Néanmoins, vu que c'est un métier très manuel, et je reviens sur cette thématique du bien-être au travail, l'objectif aussi, c'est d'apporter du confort par le numérique, par exemple sur la traçabilité. Donc aujourd'hui, on teste des solutions qui sont déjà commercialisées pour certaines, de traçabilité embarquée des enjambeurs, par exemple. Vous allez mettre un outil sur votre enjambeur, par un système de géofencing, vous allez rentrer, sortir de la parcelle, désatteler votre outil, ça va tracer exactement votre trajet de route, votre temps de travail à la parcelle avec tel outil. Voilà, ça c'est un exemple. Il y a des entreprises qui réfléchissent et qui ont sorti des solutions pour tracer au smartphone en fonction des opérations qui sont réalisées à la vigne. Tout ça pour dire, les viticulteurs sont déjà connectés, mais le numérique peut apporter du confort pour justement affiner cette traçabilité à la parcelle dont on a besoin. Voilà. Pendant très longtemps, ça a été fait au doigt mouillé, ça l'est toujours. On a un réel intérêt, les professionnels ont un réel intérêt d'aller plus loin sur cette traçabilité. Stéphane, vous imaginez votre domaine dans quelques années truffé de technologies, de capteurs et de... Après ma retraite. Tu vois, vous parlez de traçabilité. Alors moi, j'ai une certification que je n'ai pas reprise cette année parce que ça m'emmerde, mais à mort de remplir des documents. Ça me fait chier. Voilà, c'est pas dans mon mode de travail. Je trouve que ça sert à rien, ça avance à rien. Ça donne une certification, mais bon, personnellement, ça me sert à rien pour vendre mes vins. Ça devient de plus en plus une obligation. Et c'est vrai que le jour où on pourra suivre tous ces trucs-là sans avoir à le rentrer nous-mêmes, eh ben, ça sera vachement mieux. Donc j'espère que mes gamins font ça, mais moi, non, je peux pas. Après, oui, de toute façon, comme Guillaume l'a dit, on est déjà connecté sur plein de choses. Après, il ne faut pas qu'on oublie de rester des paysans. Il ne faut pas oublier, quand on a eu tous ces épisodes de gel, tout ça, il a fallu qu'on modifie enfin moi, en tout cas, sur mon exploitation, on a modifié nos rythmes de travaux pour s'adapter, on va dire, à un peu la nouvelle climatologie. Mon père m'a dit, bah voilà, vous allez réapprendre à devenir paysan, il ne faut pas qu'on oublie la base de notre métier. Ça peut nous aider, mais il ne faut pas oublier d'aller dans les... Oui, c'est un outil. C'est un outil, il ne faut pas que ça supplée à tout. Par contre, ça peut nous éviter de nous passer des plombes à remplir des documents. Ouais, ça sera bien. Et vous aider à produire un vin, alors qui est déjà très bon, qui peut éventuellement être encore meilleur. Oui, peut-être. Peut-être, oui, par rapport à ce genre de truc, oui.
Après, c'est quoi le meilleur? C'est très subjectif. Votre meilleur n'est pas forcément le même que le mien. Donc, on essaye de faire du mieux qu'on peut. On fait du mieux possible. Après, voilà. Mais c'est vrai que le fait de simplifier la vie sur toutes ces tâches qui sont rébarbatives, comme les enregistrements, les choses comme ça, oui, ça va être vachement intéressant. Merci beaucoup pour vos témoignages. On prend Merci des à tous questions. les deux. Ah oui, vous avez été très clair. Alors on est sur un sujet qui est pas un sujet industriel, hein, voilà, volontairement, qui est un peu décalé par rapport au sujet industriel qu'on a l'habitude de traiter ici, mais c'est un sujet important pour le territoire et avec des parallèles avec le milieu industriel. Est-ce que ça suscite néanmoins des questions de votre part? Est-ce que les stations météo, on peut imaginer que demain elles remplacent les problèmes de RTK pour les enjambeurs autonomes? Les problèmes de RTK, c'est quoi? Pour la géolocalisation des tracteurs autonomes dans la parcelle. Si t'en mets beaucoup, tu peux imaginer tracer ta ligne comme il faut. Celle-ci ne géolocalise pas. On est encore sur une techno un peu différente sur le. Je vais répondre à ta question de façon un peu détournée. Donc non, ça ne peut pas résoudre le problème. Mais aujourd'hui, les roboticiens travaillent sur l'arpentage RTK, mais de plus en plus sur des capteurs embarqués type LIDAR pour aussi modaliser les pieds de vigne et le sol. Voilà, donc on arrive de plus en plus à une hybridation de technologies pour gagner en précision. Voilà, mais non, il faudrait un nombre assez conséquent de stations météo quand on connaît les points d'arpentage pour piloter un robot à RTK. Donc ça veut dire qu'il y a encore de l'élaboration de produits. C'est-à-dire que dans le domaine de la viticulture, tout ce qui est objet connecté n'est pas encore complètement mûr, ou en tout cas l'offre n'est pas complète ou pas suffisante pour répondre peut-être à la totalité des problématiques. On a quand même chaque année beaucoup d'innovations qu'on teste nous, et des innovations que je trouve de plus en plus performantes. C'est peut-être pas mûr, mais on n'en est pas loin. C'est-à-dire qu'on a quand même une belle offre. Je vais citer un autre exemple, hein, des capteurs de densité en temps réel dans les cuves. Parce que le vinificateur, le matin, il prend ses densités, ses températures, mais il prend la densité aussi de toutes les cuves. Aujourd'hui, on arrive à avoir des capteurs de densité en temps réel qui sont super performants. C'est pour illustrer par un exemple. Donc aujourd'hui, on a quand même des entreprises qui arrivent à proposer des solutions qui tiennent vraiment la route. Et ça va très vite. Donc personnellement, je pense qu'on n'est pas loin de la maturité. Et dans une région viticole comme la Bourgogne où les domaines sont de petite taille, est-ce que ce sont des investissements envisageables à l'échelle d'un domaine, ou est-ce qu'il faudra que ce soit les villages, les appellations qui investissent, ou est-ce qu'il faut imaginer d'autres systèmes? Est-ce qu'il y a un modèle économique qui existe? Je pense qu'on va donner deux réponses. Est-ce qu'ils seront peut-être convergentes? Je dirais que ça dépend des solutions qu'on va prendre, voilà, et du maillage qu'on veut et de la précision qu'on veut sur l'exploitation. Après, la Bourgogne, d'un point de vue viticole, c'est pas la région la plus malheureuse en Bourgogne, en France, hein. Donc c'est vrai qu'on a un pouvoir pouvoir d'achat qui est quand même nettement supérieur à pas mal de régions viticoles. Donc c'est vrai qu'on peut se permettre certains amusements, certains gags que d'autres régions ne peuvent pas se permettre. On m'a proposé il n'y a pas longtemps. C'est pas un gadget, on a dit ce matin. Non, mais moi pour l'instant j'appelle ça encore des gadgets. Mais on m'a proposé il n'y a pas longtemps des bondes connectées. La bonde, c'est ce qu'on met sur le tonneau, avec un capteur qui peut vous. Enfin, ça fait pas le café, mais pas loin. Ça vaut 600 balles le truc. Je lui dis au mec, mais vous rêvez quoi. Je dis non, 600 balles par tonneau. Enfin, je veux dire, c'est complètement aberrant. Il y aura un développement à partir du moment où ça. Même si on a un pouvoir d'achat important, il faut que ça reste raisonnable. On ne va pas pouvoir tout solutionner avec l'informatique, avec les produits connectés. On va faire pas mal d'efforts. Bon, ce qu'on voit arriver nous de plus en plus, c'est les protos d'enjambeurs connectés. Ça, c'est vrai que bon, ça fait un peu rêver de se dire tiens, c'est super. On a un parcellaire qui n'est pas facile. Autant un tracteur agricole sur un champ qui fait X hectares avec un truc GPS, il va pouvoir faire son boulot sans problème. Nous, quand on voit ce qu'on arrive à casser comme pied de vigne, même après 30 ans de métier de conduite de tracteur, quand on voit ce qu'on arrive à casser comme pied de vigne avec un enjambeur, moi, je ne mettrais pas un truc... honnêtement, je ne mets pas un truc autonome dans les vignes. Pour l'instant, je n'ai pas confiance.
Oui, il y a la technique, puis il y a le coût aussi, parce que effectivement, puis le coût, ouais, c'est je veux dire, sur des domaines. Après, quand on voit on commence à voir apparaître des enjambeurs électriques, quand on voit le coût que ça représente par rapport à un bon vieux machin mécanique, on va passer sur des engins qu'on ne connaît pas en comparaison avec des trucs qu'on a depuis 30 ans. Moi, mon choix est vite fait, hein. Pour l'instant, je vais laisser faire la chambre dont c'est le métier, de faire des essais. J'ai une question concernant est-ce que ça vous fait gagner le dispositif des traitements faits sur les billes et du côté écologique, on veut dire, et pour vous des réductions de coûts? Alors, tout à fait, la réduction des intrants, il y a un côté économique, c'est évident. Moi, j'ai des coûts qui sont très faibles en intrants parce que je réduis mes doses de façon assez impressionnante, hein. Moi, je fais de la réduction de dose depuis 1992. Je pense que de 92 à cette année, il n'y a que 3 ans où j'ai fait des traitements à plein. Donc, c'est vraiment des années à très forte pression de maladie où il y a de toute façon, il n'y a pas 36 solutions, il faut tabasser. C'est un peu comme quand on est malade, on a un petit rhume, on va prendre un Doliprane, on a un truc costaud, on va chercher un antibiotique et on met la dose, parce qu'on n'a pas envie de traîner ça pendant 6 mois. Mais c'est vrai que, je dirais entre parenthèses, le point d'accroche pour ces systèmes par rapport aux produits de traitement, il y a le côté écologique, il y a le côté économique. Si on n'arrive pas à choper les gens sur le côté écologique, on va les choper sur le côté économique. Mais in fine, ça revient au même. Mais c'est vrai qu'on peut réduire énormément à partir du moment où vous avez une bonne connaissance de votre milieu, de vos vignes et de l'environnement, hygrométrie, température, tous ces trucs-là. On peut réduire très fortement les traitements. Moi, en début de campagne, je fais des réductions de 80% par rapport aux doses homologuées. Et je descends jamais en dessous de 30%, en dessous de 30%. Je vous dis, hormis 3 ans sur 30, quoi. Donc ici, il y a un vrai enjeu écologique, puisque c'est un peu à la mode. Mais c'est vrai que pour quelques centaines d'euros, c'est vite rentabilisé. Quand vous économisez, je ne sais pas moi, par rapport à la moyenne départementale, moi je dois être à 300 ou 400 euros facilement de moins par hectare en produits de traitement. Par hectare. Ah oui, oui. Donc un truc comme ça qui vaut 50 balles, je veux dire, c'est vite rentabilisé, quoi. Mais non, il y a il peut y avoir un vrai enjeu écologique, c'est évident, et donc économique. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que vous anticipez une meilleure connaissance, une meilleure qualité de vin à travers une meilleure connaissance du milieu dans lequel il est produit? Je vais vous répondre ce que j'ai déjà répondu. Qu'est-ce que le meilleur? Une évolution des qualités du vin ou de ses caractéristiques d'une façon plus générale. Alors, moi je dirais qu'on va plutôt aller vers on va dire une stabilité de la qualité. C'est-à-dire qu'on sera moins dépendant. Si on maîtrise mieux le milieu, on n'aura pas ce qu'on a connu il y a 20 ou 30 ans, avec des variations de qualité, avec des millésimes superbes, et puis les autres années, des millésimes un peu, même une année comme 2021, comme l'an dernier, qui était une année très compliquée, globalement, on a tous réussi à faire quelque chose de bien. Ça ne serait pas arrivé il y a 20 ans. Donc, je veux dire, plus on connaît le milieu, de quelque manière que ce soit, plus on le connaît plus on va stabiliser la qualité. Après, de là à ce que ça soit ça qui fasse la qualité, non. C'est pas les objets connectés qui font la qualité du vin. Vous avez des gens qui ont un équipement pléthorique et qui font de la merde. Je vais prendre l'exemple. En 92, j'ai vu pour la première fois un viticulteur australien qui est venu. À l'époque, en 92, on n'était pas équipé comme on est maintenant, on n'avait même pas de thermorégule, on ne savait pas ce que c'était. Enfin, si on savait, mais chez les autres. Le gars est arrivé, il m'a expliqué dans quoi il travaillait. Alors, là-bas, tout est issu du milieu du laitier. Donc tout est en inox, tout est hyper stérilisé, aseptisé, etc. Et quand il est venu m'expliquer, quand il m'a expliqué dans quoi il travaillait, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu viens foutre en Bourgogne? Je lui ai dit, non, on est des Cro-Magnons. À l'époque, on avait encore des vieux pressoirs, des Vasselins pour donner la marque, enfin des vieux pressoirs horizontaux, alors que là-bas, on leur expliquait à l'école qu'il fallait surtout pas avoir ce genre de matériel, que c'était une hérésie. Il m'a dit, je veux comprendre pourquoi à Bourgogne, vous faites les meilleurs vins du monde avec du matériel de merde. Voilà, il y a un moment, la technique ne fait pas tout. La technique ne fait pas tout. Elle peut aider, mais il y a un moment, il y a un côté... je veux dire, Non, mais si je reprends la question de monsieur et que je la pose légèrement différemment, comme ça, c'est avec tout le matériel que vous achetez, que vous allez acheter, que vous allez mettre au point, etc., vous ferez le même vin.
Ah oui. Voilà. Mais oui, parce que alors, c'est exactement ça. faut pas oublier qu'on a un métier. Ça évite le mot de meilleur. Les mesures de labo, est-ce qu'il y a un lien mesuré en laboratoire à travers des caractéristiques mesurables et une meilleure connaissance du milieu? C'est aussi un autre aspect de la question. Alors, honnêtement, là, je suis pas sûr. Je pense pas que sur le côté analytique du produit, il y ait des différences. Alors, ça peut, si, peut-être, ça peut jouer peut-être sur les acidités, les choses comme ça, si on pilote mieux son vignoble. De toute façon, si on pilote mieux son vignoble dans l'année, il ne faut pas oublier qu'un vin, ça se fait à la vigne. Quand on doit intervenir à la cave, c'est qu'on fait appel aux pompiers. Donc, un vin, ça se fait dans la vigne, pas à la cave. Donc, c'est vrai que si on pilote beaucoup mieux son vignoble, normalement, à la fin, on devrait avoir un meilleur résultat. On aura des raisins plus simples. Après, il faut les travailler pour faire quelque chose de bien. Mais normalement, si on pilote mieux son vignoble, on doit avoir des bons raisins. Et si on a des bons raisins, normalement, on fait du bon vin. Guillaume, vous confirmez, votre objectif à vous, c'est de simplifier la vie, faciliter, améliorer la vie et les conditions de travail des viticulteurs, moderniser un tant soit peu les exploitations. C'est d'abord ça l'enjeu pour vous. C'est ça. C'est de pouvoir apporter plus de paramètres, plus d'indicateurs pour moins travailler au pifomètre ou moins avoir de méthodes empiriques pour aller récupérer une température, par exemple. Donc on va rapporter du confort, plus d'indicateurs, je partage aussi. Après, pour répondre aussi à votre question, nous on s'arrête à la viticulture, après il y a tout le monde de l'œnologie, et l'œnologie a aussi progressé ces 10 dernières années, avec des machines beaucoup plus performantes, et par rapport à l'analyse du vivant, ne serait-ce que quand on pilote sur des fermentations par exemple, de façon assez naturelle, sans rajouter de levure ou de bactéries exogènes, on va aussi étudier ces populations avec plus de précision et éviter peut-être certaines déviances. Donc voilà, ces outils de pilotage, en effet, ils apportent une fois de plus du confort. C'est-à-dire que ça va pas. Le viticulteur qui fait du bon vin, il est compétent. C'est pas la technologie qui va le rendre plus compétent. En fait, c'est mon opinion personnelle. C'est cette technologie qui va lui rapporter plus de confort et plus de paramètres de vérification et de contrôle pour éviter justement certaines situations un peu plus inconfortables, que ce soit en maladie cryptogamique qu'en vinification. Et un peu de performance économique aussi, parce que c'est le sujet de notre journée quand même, parce qu'effectivement, un peu moins d'intrants, voire beaucoup moins d'intrants, peut-être moins de temps perdu aussi, Oui, à faire le tour des cuves, voilà, etc. Donc un peu plus de performance. Pour reprendre l'histoire du tour des cuves, moi, en vinification, c'est 2 heures par jour. 1 heure le matin, 1 heure le soir. Alors que si on a un capteur, c'est 5 minutes, quoi. Donc, moins on a de contraintes, on va dire, je dirais presque non productives, parce qu'il y a un outil qui va faire le boulot pour vous, plus on peut être performant sur d'autres choses. Donc c'est vrai que c'est... Donc c'est quand même un gadget qui change un peu la vie, Stéphane. Ah ben complètement. Non mais j'appelle encore ça des gadgets parce que pour l'instant on y a bricolé nous-mêmes, quoi. Je veux dire, c'est marrant. Mais c'est ça de toute façon, oui, ça va changer notre quotidien, c'est évident. Quand on arrivera j'arriverai à le brancher. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour votre intervention.